Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Saint-Georges-de-Beauce qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on souligne le 60e anniversaire de la Mustang avec Mathieu Zizka. Bonjour Mathieu. Bonjour Éric. Bon, cette semaine, on fait une émission spéciale. On souligne le 60e anniversaire de la Mustang. C'est vraiment une voiture qui a marqué son époque. Mais il y a toute une histoire en arrière de cette voiture-là. Il y a toute une histoire. Effectivement, Lee Iacocca était vice-président de Ford. Puis là, il voyait arriver les autos importées, là, MG, Triumph, Austin Healey. Puis là, bien, il n'y avait vraiment rien en Amérique là, pour compétitionner avec ça. Il y avait la Corvette, qui était beaucoup plus dispendieuse, puis la Thunderbird. Plus cher aussi. Plus cher aussi. Alors, lui, il s'est dit, ça prend quelque chose de plus petit pour compétitionner ces voitures-là. Il faut dire aussi qu'après la guerre, les gens qui sont allés à la guerre en Europe ont conduit ces voitures-là, sont revenus en Amérique, puis il y avait comme un désir d'avoir de ce genre de voiture. Les critères, c'était, il fallait que ce soit une plus petite voiture, sport, 4 places autant que possible, parce que ces gens-là commencent à avoir des enfants. Ça prenait des sièges baquets, une transmission plancher. Il ne fallait pas que la voiture se vende plus que 2500 $. Puis, il ne fallait pas qu'elle ait plus que 180 pouces de long. Ça, c'était les critères pour faire la voiture. Alors, il y a eu une première Mustang de fait, une Mustang 1 en 1962. Elle a été présentée à Watkins Glen, une piste de course aux États-Unis. Puis, c'est Dan Gurney qui la conduisait. C'était un modèle 2 places avec un petit V4 de Ford de tonus allemand. Ils en ont fait seulement 2 de ce modèle-là. Puis après ça, ils sont revenus avec un modèle, le modèle qu'on connaît. J'imagine qu'il y avait un engouement des gens. Comme prototype, les gens devaient réagir, ça devait être positif. Exactement. Alors là, les critères de la compagnie, c'était on ne dépense pas plus que 40 millions pour faire cette voiture-là, parce qu'on avait déjà dépensé 250 millions pour la Edsel, qui avait été un flop. Ça nous paraît gros, 40 millions pour l'année, mais c'était pas gros pour un budget. C'était pas gros. Puis, Henry Ford avait donné comme date limite au mois de mars 64. Le 9 mars 64, c'était la date limite pour que l'auto soit au point. Henry Ford II, dans le fond, il met vraiment ses critères de l'avant. Comme tu dis, il faut se souvenir que l'Edsel était un échec total puis que la compagnie, ça a quasiment failli emporter la compagnie au niveau de l'argent. Exactement. Alors, on donne le contrat pour dessiner la voiture à Dave Ash. C'est un dessinateur renommé chez Ford, là. Et puis, on s'est servi de la base de la Falcon familiale, évidemment, pour sauver de l'argent. Puis, on a utilisé les mêmes moteurs que la Falcon aussi. Alors, un 6 de 170 pouces cubes, puis un V8 de 260 pouces cubes. C'était pas mal la seule manière, Mathieu, d'arriver au coût plus bas, c'est de prendre une structure qui existe déjà. Exactement. Plus tard, évidemment, on a mis un 289 dedans. Alors, elle a été présentée le 3 octobre 63 à Watkins Glen, encore une fois. En janvier 64, ils ont fait une grosse soirée hollywoodienne pour présenter la voiture. Le 13 avril 64, il y avait 75 voitures qui sont parties de Dearborn pour s'en aller à New York. C'était des voitures conduites par des journalistes. Et puis, le 16 avril, on a annoncé enfin le prix qui serait de 2368 $. Ça, c'est l'équivalent aujourd'hui là, de 22 800 $. On s'entend, la voiture était abordable. Exactement, parce qu'aujourd'hui, un Mustang à 22 800 $, il n'y en a pas. Le 17 avril, 22 000 commandes qui rentrent pour la Mustang. C'est énorme. C'est énorme. Si on compare ça à la Plymouth Barracuda qui avait sorti 2 semaines avant, la Barracuda s'est vendue à 23 400 exemplaires pour l'année 64 au complet. Ça devait être une grosse déception pour le groupe Chrysler.
La Mustang aussi, c'est le seul véhicule Ford à ce moment-là qui n'a pas l'ovale bleu. Toutes les Ford avaient l'ovale bleu de Ford, sauf la Mustang. La Mustang, elle, évidemment, c'était le fameux cheval. Les modèles qui sont disponibles au départ, c'est un coupé 2 portes puis un décapotable. Mais plus tard dans l'année, on sort la Fastback. En Allemagne, on n'a pas pu appeler ça Mustang, alors on a appelé ça, sur le nom de code de la voiture, T5. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une compagnie de camions là-bas qui possédait le nom Mustang, puis Ford n'a pas voulu payer 10 000 $ pour acheter le nom. OK. Fait qu'ils ont réglé le problème de cette manière-là. Ils ont réglé le problème comme ça. Mathieu, on va faire une petite pause. On va continuer notre histoire de la Mustang dans quelques instants. Mario, lorsqu'ils ont décidé de laisser passer du trafic automobile, donc sur une voie, bien, il fallait bien sûr des signaleurs pour pas qu'il y ait de face-à-face à ce moment-là. Bien oui, on a eu deux choses. On a eu les signaleurs, puis après ça, on a eu les surveillants du pont. OK. C'est pas tout à fait le même travail. On va d'abord s'attarder aux signaleurs, parce que c'est quand même un peu drôle. D'abord, à l'ouverture, il y avait une voie. Ça ne rencontrait pas, comme on dit. Donc, il y avait un signaleur à chaque bout du pont, un peu comme quand des travaux. Hein? Au Oui, la Québec, même chose. on est habitué. Même principe. Bon, oui. même principe. Alors, vous comprenez que ces signaleurs-là étaient choisis à l'époque si tu avais voté du bon bord. Oui, on est Hein, dans ces années-là. Là, ouais. Donc, si c'était les Bleus au pouvoir, tu avais des chances de favoriser les Bleus ou les Rouges. Ben, peu importe. On est dans le temps d'une paix un peu, hein? Oui. Comme avec Joseph Arthur et Siméon Desrosiers. Ça fonctionnait comme ça. Ça marchait comme ça. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, les signaleurs qui étaient au pouvoir à ce moment-là, pas au pouvoir, mais le gouvernement qui était au pouvoir, les signaleurs, ils avaient voté du bon bord, comme on dit. À un moment donné, Camillien Hood était venu à Québec pour une rencontre politique qui était prévue le 24 août 1931. Ça s'est su un peu à l'avance. Je peux-tu vous dire que quand il s'est présenté pour traverser le pont, pour s'en aller vers Québec, il y a eu comme une espèce d'embouteillage qui s'est créé Non. volontairement en plein milieu du pont, Oh, qui a non. duré assez longtemps pour que M. Hood arrive très en retard à sa réunion et même à son discours qu'il devait prononcer. C'est trop cute, ça. C'est des, bon. c'est des petits faits cocasses, le fun avec le pont. Oui. Il y avait le travail aussi de surveillant, watchman, comme il disait. Lui, sa job était fort simple. On surveillait le dessus et le dessous du pont. On ne voulait pas qu'il y ait de flâneurs sur le pont qui tirent des roches au bateau en bas ou des choses semblables, ou du monde qui s'installe en dessous pour avoir des mauvaises intentions, des mauvaises OK. idées. C'était un peu une protection là, pour le passage des bateaux aussi, pour pas qu'on lance des objets. Bref, c'était un peu tout ça. Et un peu plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, là, on a eu les surveillants, surveillants armés Pas pour les mêmes raisons. sur là. les bases des piliers. Là. Ouais. On peut voir des photos là-dessus, c'est assez impressionnant. Parce qu'on avait des sous-marins qui s'approchaient de Québec, allemands, qu'on Effectivement. disait, bien, Québec, en tout cas au large, là, on était s'entend. dans là. la baie de Gaspé, principalement. Tout était possible, Oui. donc on faisait attention à ça. Donc, une autre rumeur a circulé, c'est le fameux boulon d'or qu'on n'a jamais retrouvé. Oui. Là. On va en parler peut-être un peu plus tard à un moment donné. C'est peut-être un surveillant qui surveillait le boulon d'or, mais ça, c'est juste une rumeur, là, un petit passage comme ça. Fait que dans le fond, on mettait des hommes armés sur le pont au cas où que les Allemands réussissent à monter le fleuve puis puissent détruire une de nos infrastructures. Et voilà. Bien, ça n'aurait pas changé grand-chose avec une carabine, mais bref. Merci, Mario. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. D'où provient le nombre 350 de la Mustang GT 350? Carroll Shelby a baptisé la Mustang GT 350 en fonction du nombre approximatif de pas qui séparait l'atelier de course de l'usine de production Shelby American. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le Conseil du Pro, on va parler des freins à tambour qui sont mal aimés. Oui, les fameux mal-aimés freins à tambour. Pourquoi est-ce que les freins à tambour sont si mal aimés? C'est que la plainte principale, c'est que ça ne freine pas. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant 70 ans, les véhicules étaient équipés de freins à tambour de série, et pas juste des véhicules qui avaient le poids peut-être d'un go-kart. On a vu des Cadillacs des années 50, des Rolls-Royce aussi équipés de freins à tambour.
Mais la principale plainte, pourquoi que ça ne freine pas, c'est généralement parce qu'ils sont mal installés. Puis là, je vais expliquer un peu le problème primaire qu'on voit ici à l'atelier. Ça, on a un sabot typique qui va avec ce tambour-là. Lui, par la pression du cylindre de roue, vient s'appuyer contre le tambour. L'effet de friction ralentit la roue. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça, c'est logique. Mais il faut absolument que l'arc de cercle du sabot épouse parfaitement sur toute sa longueur le tambour, pardon. On va essayer de ne pas se mélanger. On voit très souvent que les sabots de frein frottent sur une partie seulement. Des fois, c'est un tiers en bas, un tiers en haut, au centre. Puis, bon, si le fabricant a installé des sabots de cette largeur-là et cette longueur-là, c'est parce qu'il veut que ça touche le tambour sur toute la longueur. Mais quand on voit une partie qui est touchée, forcément, on ne peut pas espérer avoir un freinage extraordinaire. Fait qu'il faut absolument faire attention à ce que ça épouse bien le tambour, et là, ça va freiner. Parfait. Merci bien, André. Bienvenue. En début d'émission, on a brossé un peu le tableau du début de la Mustang. J'aurais une petite question pour toi. Le fameux 1964,5, est-ce que c'est réel ou c'est les gens qui ont tout simplement appelé ça comme ça? Il n'y a jamais eu... Ça n'a jamais été immatriculé 64. Toutes les Mustangs, à partir du début, sont immatriculées 1965. La 64,5, c'est au début, il y a eu des petites variantes, là, comme le tableau de bord, c'était un tableau de bord de Falcon. Le 289 est arrivé un petit peu plus tard aussi, mais les Mustangs, c'est tous des 65. OK. Du fabricant. Du fabricant. Ensuite de ça, il y a eu, ça a été le Pace Car aux 500 000 d'Indianapolis. La compagnie en a fabriqué 185. Aussi, il y a eu des Mustang Hertz pour la compagnie de location. Eux autres, en voyant le succès de la Mustang, ils ont dit que ça nous prendrait des Mustangs qu'on peut louer. Alors, ils ont fait 999 Mustang Fastback Hertz. OK, ça doit être une voiture assez rare aujourd'hui. Il y en a eu 999 et il doit pas en rester beaucoup du tas. Ensuite de ça, là, en 67, on change de modèle. On arrive avec un modèle un peu plus agressif. Là, le fameux 302 arrive. On a encore les mêmes modèles, coupé 2 portes, décapotable et fastback. Mais là, fort de plus d'argent, il a fait un succès, il a fait des profits, là, il peut investir plus sur la Mustang. Puis là, ça devient tranquillement, c'est plus un poney car, ça devient un muscle car. Alors, puis dans les années subséquentes, c'est la même chose. 67, 68, c'est pareil. 69, 70, c'est la même chose. Mais là, on arrive avec des 428. Là. On grossit les moteurs considérablement. Puis ensuite, il arrive la série des 71, 72, 73, qui sont encore plus grosses, encore plus pesantes, mais là, qui sont pas mal moins puissantes, là, parce que les normes anti-pollution arrivent. Alors, les moteurs sont plus étouffés. Alors là, vous avez des gros moteurs là, qui développent, quelquefois, ça développe 150 forces à peine. Là. Également, il faut souligner, Mathieu, que Henry Ford II voulait toujours des plus grosses voitures. Donc, lui, la Mustang, il la voulait plus grosse, plus d'espace pour les jambes, pour les épaules, alors que l'Iacocca donnait plus l'avantage à une petite voiture agile. Exactement. Mais comme je disais, là, à partir de 67-68, là, les ventes, la première année, les ventes sont bonnes, mais la deuxième année, sont moins bonnes. Pour donner un exemple, en 67, 68. En 68, les ventes sont rendues à 317 000. En 70, ils sont rendus à 191 000. Oh, c'est moins intéressant. Puis en 73, ils sont rendus à 134 000. Fait que là, c'est le temps de renouveler quelque chose. Là, évidemment, il y a moins d'attrait pour ces véhicules-là. Ils sont moins beaux, à mon avis. Là. Les premiers modèles étaient beaucoup plus beaux. Alors, là, c'est le temps d'arriver avec de quoi de revenir aux origines. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Voitures anciennes du Québec possède un site Web, une page Facebook ainsi qu'un groupe Facebook. Sur le site Web, vous pouvez trouver toutes les informations pour nos activités ainsi que les procédures pour vous abonner. Vous trouverez sur notre page Facebook les mêmes informations sans pouvoir vous y abonner à cet endroit. Sur le groupe Facebook, qui est relié à la page, vous pouvez échanger, discuter, partager des photos avec d'autres passionnés comme vous. Pour plus de détails, consultez-les.
En 1972, Citroën frappe un grand coup dans le monde de l'automobile avec la SM, un modèle qui allie technologie de pointe et performance exquise. Sous le capot de cette beauté futuriste se cache un moteur V6 signé Maserati, fruit de l'alliance entre deux légendes de l'automobile. Avec ses 170 chevaux, la SM offre une conduite fluide et sportive, un mélange parfait de puissance et de raffinement. Son design avant-gardiste, avec ses lignes aérodynamiques et ses phares pivotants, reflète la vision innovante de Citroën. À l'intérieur, le confort est sans égal. Direction assistée, suspension hydro-pneumatique distinctive et une tenue de route impressionnante. La Citroën SM n'est pas seulement une voiture, c'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie française et italienne, conçu pour ceux qui recherchent à la fois la performance et l'élégance. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Quel impact la température extérieure a-t-elle sur les pneus? Réponse D. Un pneu plus chaud offre plus d'adhérence et s'use plus rapidement. À l'extrême, un pneu d'été utilisé à des températures négatives peut durcir et n'offrir aucune capacité de freinage ni directionnelle et causer un accident ou une catastrophe. Le temps des fêtes approche et souvent, on ne sait pas quoi offrir comme cadeau à notre entourage. Pour les maniaques de voitures et de mécanique, Marc, c'est vraiment le paradis ici. Bien oui, bien bienvenue encore une fois chez Merci, Passe-Temps Marc. 3000. Puis oui, les fêtes arrivent, puis vous savez, chez Passe-Temps 3000, du stock, on a en masse. On ne dira jamais assez, mais les gens qui viennent ici pour la première fois sont toujours éblouis de voir la marchandise. Vraiment, on a pour tous les goûts. Ouais. Bon, on connaît bien sûr les fameuses voitures, peu importe, Oui. classiquement sur le Oui. car, hot rod, les échelles, on collectionne ça souvent. Mais tu as beaucoup plus que ça ici. Oui, bien écoute, on a naturellement les voitures à l'échelle 1,18 que, Ouais. je vous dirais, monsieur tout le monde collectionne depuis des années, mais il y a d'autres collectionneurs. Puis c'est à ça que je veux vous parler ce soir. Écoute, si on regarde ici, il y a la collection des machineries agricoles. Qui est très intéressant. Très Ah, ça? intéressant. Oui. Ça, c'est 100 métal. Il va y avoir peut-être 3-4 je dirais, de pièces de plastique qui n'ont pas le choix. Mais écoute, les collectionneurs de tracteurs, eux autres, c'est une religion. Ils viennent ici chez Passe-Temps 3000, puis écoute, ils savent un Farmall 1935 avec les roues étroites, une roue en avant, tu sais, pour différents champs, dans le temps qu'ils faisaient le travail à la ferme. Fait que ça amène à des produits qui sont doublement plus lourds Oui. qu'une voiture de collection 1,18, mais avec des beaux détails de tracteurs, ils ont tout fait. Le moteur, ils ont tout mis. On sent la qualité dans le poids quand Oui. on le regarde. Les détails sont là. Ouais. On dirait que tout est fait avec soin. Exactement. Puis contrairement à les voitures de collection qu'on est habitué, tu sais, on va avoir les voitures 1,18, on va avoir les Hot Wheels 1,64, on va avoir un petit peu plus gros 1,43, même plus gros à l'échelle 1,12, bien, si ça va intéresser les gens qui aiment juste les chars. Je comprends. Tandis que ça, bien, ça fait une autre partie de collection des maniaques. Tu sais, les tracteurs, là, on a tout eu. Oui. On a tout le temps eu que traîner dans des cours de ferme. Il y en a qui se sont promenés avec ça. Il y en a qui vont faire l'épicerie encore en tracteur à différentes places. C'est souvent la première machine qu'on conduit quand on est dans un milieu agricole. Que ce soit ouais. un homme ou une femme. même chose. Les femmes, ils ont conduit tracteur puis ils conduisent encore. là. Puis ils se débrouillent bien à part de ça. Absolument. Fait que si ça fait d'autres choses à collectionner Ouais. que toujours les autos, là, qui sont traditionnellement faciles à trouver un peu partout. Dans la machinerie aussi? Même chose. Écoute, tu prends ça dans tes mains, les machineries de C'est construction. pesant. Là, je peux vous dire du que beau c'est stock. pesant. là. Ouais. Puis si on regarde, ils ont fait tout, ils n'ont pas lésigné ces détails. Tout les est là. clôtures, les gardes, les cylindres, tout est articulé. Les gens qui vont s'intéresser à ça, en fait, ce que je veux dire, c'est surtout les gars de construction, naturellement, Oui. les propriétaires de business, tu sais, qui vont se faire un beau bureau avec les belles machines que bien souvent ils ont dans le cours. Puis, ça fait une jeunesse aussi. Parce Oui. que si on en regarde sur les chantiers, que ce soit ici à Québec ou peu importe, bien, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur les machineries. Absolument. Fait que eux vont préférer collectionner
la machinerie, que ce soit Caterpillar, John Deere, peu importe, bien, il y a tous les modèles. Puis encore là, dans cette série-là, l'échelle est importante, c'est toujours du 1,50. C'est standard. C'est standard. Tandis que tantôt, on parlait des tracteurs, bien, c'est à l'échelle 1,16. Fait que tu aies un tracteur gros comme ça ou petit, bien, il va toujours être à l'échelle 1,16. Parfait. J'aimerais que tu me parles de cette voiture-là, qui est une belle voiture traditionnelle. Une autre idée de collection. Ouais. Tu sais, c'est beau, c'est plus gros, Ouais. c'est full détail, mais ça, c'est radio-contrôle. OK. Fait qu'écoute, les gens qui collectionnaient les 1,18 puis qui voient cette catégorie de voitures radio-contrôle-là, bien, ils capotent. Parce que, tu sais, ça s'intéresse. Tu sais, les gens qui ont un certain âge vont s'intéresser à des Mercedes, qui n'ont jamais eu à cette échelle-là en métal. Même le Impala 64, qui est juste à ta gauche. Ça, c'est une beauté. Hey, ça, c'est une beauté extraordinaire. Mais c'est téléguidé, full détail. Puis en plus de détailler, bien, les lumières vont fonctionner, tu sais, puis ils vont pouvoir la runner s'ils veulent, là. Fait que, tu sais, ça fait une autre façon de collectionner. Ça fait des plus belles pièces, plus grosses pièces. Puis je trouve que ça amène une clientèle qui va être, tu sais, du sérieux. Oui, c'est du sérieux. On collectionne de façon sérieuse. On ne vendra pas ça à un jeune de 16-17 ans. Lui, il veut de la performance. Il veut faire des sauts, des affaires comme ça. Tandis que ça, bien, écoute, c'est le rêve, là. On touche à une autre clientèle, dans le fond. Exactement, exactement. En terminant, un autre beau Civic, un beau classique, un beau Bel Air. 55. Quelle échelle, déjà? À l'échelle 1,18 toujours. 1,18. Bien, écoute, c'est la plus populaire. Le 1,18, puis là, Hot Wheels, à l'échelle 1,64, c'est ce qui se vend à plein partout, puis qui est populaire. Un qui est super abordable, puis l'autre, bien, ça fait les gens qui ont plus de place, là, plus d'espace pour mettre... pour les exposer, en fait. Fait que, Marc, dans le fond, là, on invite les gens à venir voir sur place. L'inventaire, il y en a pour tous les goûts. Puis, honnêtement, là, quelqu'un qui n'a pas d'idée cadeau pour une personne, je pense qu'ici, il va trouver l'idée qui lui convient. S'ils n'en ont pas, on va les en trouver. Merci, Marc. C'est un plaisir. Ce segment vous a été présenté par Passe-Temps 3000, le plus vaste choix de jeux et de jouets pour petits et grands. Mathieu, on a parlé de la première génération de Mustang. Maintenant, on va parler de la deuxième, la Mustang 2, qui a été créée en 1974. Exactement. Alors, Iacocca, qui était devenu président de Ford, ordonne la création d'une nouvelle Mustang qui revient aux dimensions d'origine. Alors, ça va être la Mustang 2, parce que les pôneis cars étaient devenus, comme on disait, c'était devenu des muscle cars. Ça fait que, originalement, on devait faire la voiture sur la plateforme de la Maverick, mais en bout de ligne, on s'est servi de la plateforme de la Pinto. OK. Un peu surprenant. Là, c'est surprenant, oui. Mais on a modifié l'avant pour être capable de mettre des mécaniques plus grosses éventuellement. Alors, puis là, bien, c'était pour compétitionner les Toyota Celica, puis Datsun 240Z, puis des Mazda RX qui arrivaient. Puis il y avait la Mercury Capri européenne aussi, qui était plus petite. Alors, ils se voyaient perdre le marché des voitures de ce format-là. Alors, là, la nouvelle Mustang, elle devait être 10 de pouces plus courte, puis 500 livres de moins pesant que la version précédente. La finition, bien évidemment, il dit il va falloir que la finition soit plus luxueuse qu'avant. Les moteurs, la première année, c'était un 4 cylindres de 140 pouces cubes, de 92 forces, puis un V6 de 171 pouces cubes, de 103 forces. Là, les puristes ne sont pas contents. Là, ils ne sont pas contents. Alors, en 1975, on est arrivé avec un V8 302 pouces cubes qui développait 134 chevaux. Aujourd'hui, c'est pas gros. Qui n'est pas beaucoup, mais par contre, la Corvette, dans ces années-là, développait 167 chevaux. Ça fait que c'était la façon de calculer les forces moteurs pour satisfaire les normes gouvernementales. Puis l'autre affaire qui a aidé au grand succès de la Mustang 2, c'est la crise du pétrole. Bien, ça a coïncidé avec la sortie de la Mustang 2. Là. Quand l'ordre a été donné de rapetisser la Mustang, il n'était pas question de crise de pétrole. Là. Mais c'est arrivé au moment où la Mustang 2 est sortie, alors ça a été un grand succès. Donc, Iacocca a comme eu une bonne vision encore, comme il l'avait eu pour la Mustang précédente. Exactement. En 1976, ils ont sorti une version Stallion qui était... en fin de compte, qui était un groupe d'apparence, là, parce que c'était pas mécaniquement, il n'y avait pas de différence. En 1977, le T-Top est arrivé dans la Mustang 2. Puis il y avait également, en 1976 aussi, on avait sorti la Cobra 2. OK.
Mais en 78, là, pour la dernière année modèle, c'était la King Cobra, comme celle qu'on a en arrière de nous. C'est un véhicule, d'ailleurs, qui est très rare, qu'on voit très peu. On n'en voit pas. On n'en voit pas. Il s'en est vendu 4313 de ces Mustangs-là. Mathieu, il faut également souligner l'importance de Carroll Shelby dans l'histoire de Mustang. Ben, exactement, avec les Shelby 350, GT500. En fin de compte, c'était des véhicules pour la compétition. Il y a eu d'autres versions aussi, là, comme qui n'étaient pas des versions de compagnie. Là, la fameuse Éléonore dans Partie en 60 minutes. Il y a eu la Bolide. Et quand ces véhicules-là passent dans des films, là, ça ravive toujours l'intérêt. Ça garde l'intérêt pour ces voitures-là. En terminant, Mathieu, j'aimerais qu'on remercie les gens qui nous ont permis de tourner ici avec cette superbe voiture. Oui, exactement. Alors, ce sont mes amis Jean-Paul Quirion et Rénal Quirion qui nous ont reçus gentiment dans leur garage à Saint-Georges pour nous présenter ces voitures-là. La Ford GT 350 qu'on a vue tout à l'heure, là, la Mustang, et puis la King Cobra qui est ici. Un gros merci, Mathieu, pour nous avoir expliqué cette grande histoire qui est l'histoire de la Mustang. Gros merci. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.